Roland, vous êtes le directeur de Correspondance Digitale, qui est une agence de conseil en ingénierie culturelle spécialisée dans la médiation et la communication numérique. Je vais vous laisser prendre la place et surtout vous donner la parole. Bon, bah écoutez, merci donc pour ces passionnants débats déjà de ce matin, où en fait on a eu déjà deux axes en fait extrêmement intéressants que je partage en fait pas mal, aussi bien la première que la deuxième. Alors, vous allez me dire, il faudrait choisir, mais globalement, effectivement, le numérique tel qu'on peut l'envisager, c'est forcément décevant. Il y a toujours une promesse, sur le papier c'est toujours bien, et dans la réalité on se rend compte que c'est pas forcément adapté, c'est pas forcément adapté aux usages, aux pratiques des visiteurs. Les visiteurs peuvent être volatiles, peuvent avoir des pratiques en fait qui vont détourner complètement en fait l'usage d'un dispositif numérique qu'on peut envisager. C'est déceptif dans le sens où quelquefois c'est plaqué en fait dans un lieu sans véritablement de réflexion scénographique, muséographique, sans forcément avoir une réflexion stratégique, parce qu'il y a eu une opportunité à un moment où on a été convaincu par une start-up qui a bien pitché, par exemple, et donc on est allé développer une sorte de verrue dans un parcours de visite. C'est déceptif aussi, parce que derrière, ça induit tout un ensemble d'enjeux de médiation, d'animation, de communication, d'exploitation de distribution. J'arrêterai mon énumération, mais ça induit pour le coup en fait un ensemble d'enjeux financiers, de ressources, de compétences qui sont extrêmement importants. Et c'est pour ça que je voulais partager avec vous, de façon en fait finalement assez concrète, 3 retours d'usage pour mettre en avant la nécessité d'avoir une approche située en fait des projets numériques, de vraiment s'adapter en fait pour le coup à toutes les contraintes, à tous les besoins en fait qu'on peut avoir dans un lieu culturel, mais en même temps, et là je reprendrai la première partie de la matinée, l'introduction d'Elisabeth, d'avoir cette vue usagée pour essayer en fait de mieux s'adapter aussi à des pratiques, à des usages. Donc ce que je voulais partager avec vous, c'était trois exemples. J'en donnerai aussi quelques autres parce que ce sont des exemples de moyens grand musée. Je vais vous donner quelques métriques pour que vous puissiez les situer. Et je vous donnerai des exemples aussi de petits projets sur lesquels on est. Petits projets, non pas en termes d'ambition, mais en termes éventuellement de budget et en termes, pour le coup, en fait, d'équipes qui peuvent être dédiées sur ces projets-là. Donc j'essaierai aussi d'ouvrir sur ces projets-là en montrant que globalement, les méthodologies, les outils que je vous présente ici, on peut les adapter aussi sur des équipements culturels qui sont de plus petite taille. Donc je vais partager avec vous en fait trois retours d'expérience. Un premier autour du musée de la Grande Guerre de Meaux, qui est un musée francilien qui accueille pour vous donner quelques données, entre 40 000 et 100 000 visiteurs par an, selon en fait l'actualité, très liée à la guerre de 14-18. Donc ça fait 10 ans qu'il existe. Clairement, lorsqu'il a été lancé, il y a eu une très forte fréquentation. La fréquentation est en train de se réduire, notamment dû au fait que le centenaire étant passé, 2018 étant passé, il est nécessaire désormais en fait d'essayer de trouver d'autres moyens événementiels aussi pour essayer d'attirer les publics. Et ce sera tout l'enjeu, notamment, et tout le contexte dans lequel on est intervenu, notamment auprès d'eux. Deuxième exemple, la Monnaie de Paris. Oui, et juste aussi un point, sur les équipes, ils sont 12. 12, dont une chargée de communication en fait, dédiée au numérique et une équipe de médiation qui est constituée de 4 médiateurs. Voilà, pour vous donner aussi quelques retours là-dessus. Côté Monnaie de Paris, donc institution sur les berges de Seine, située entre le musée du Louvre et le musée d'Orsay. Vous allez me dire, en termes de petits moyens musées, on peut faire mieux. Mais néanmoins, c'est un petit musée d'entreprise dans le sens où la Monnaie de Paris, c'est un immense bâtiment qui une ancienne usine, c'est la plus vieille usine en fait de Paris, qui a été créée en 1857 pour battre monnaie. Et ils ont récupéré ces locaux et ils en ont fait un musée extrêmement intéressant autour de la monnaie. Et pour le coup, en fait, c'est un relatif petit musée en termes de fréquentation, où là, en fait, on arrive à peu près entre 80 et 100 000 visiteurs par an. Donc par rapport en fait à ses voisins qui font beaucoup plus. Et là, j'utiliserai cet exemple. Donc le premier exemple, musée de la Grande Guerre de Meaux, c'est vraiment pour vous parler d'approche institutionnelle. Comment en fait on intègre le numérique, un volet numérique dans son
projets scientifiques et culturels. L'exemple de la Monnaie de Paris, c'est plus de voir comment on peut essayer d'envisager une logique en réseau. Alors, il faut voir que le quartier dans lequel est située la Monnaie de Paris est plein d'écoles. Il y a énormément d'initiatives, énormément d'institutions culturelles aussi autour. C'est très particulier. Mais vous le verrez, en fait, cette approche en réseau, elle est aussi duplicable sur d'autres projets. Je vous parlerai d'un projet en Creuse, donc qui est le vide français, comme on dit, donc, où là, en fait, il y a, pour le coup, beaucoup moins d'équipements autour, en fait, du projet dont je vous parlerai. Et vous verrez qu'on peut avoir cette même logique d'approche en réseau, néanmoins. Et troisième exemple que je voulais partager avec vous, c'est un exemple autour du Musée national de la Marine, qui a un réseau d'établissements avec des musées qui sont sur le littoral atlantique et méditerranéen, et le navire amiral, pour filer la métaphore, donc Musée national de la Marine, qui est en cours de rénovation. Et là, je profiterai de cet exemple-là pour vous parler de la façon dont on peut éventuellement envisager d'intégrer des visiteurs, des usagers dans ces réflexions, voilà, notamment autour du numérique, dans une logique de rénovation. Donc déjà, pour commencer, premier exemple, le musée de la Grande Garde-Meaux, pour voir comment on peut intégrer le numérique dans sa stratégie d'établissement. Quelques données de contexte, c'est très lisible. On a intervenu en fait à partir de 2019-2020, où l'idée c'était de se dire qu'il y avait la volonté pour les 10 ans du musée de refondre le projet scientifique et culturel. On se rendait compte que globalement la fréquentation commençait à particulièrement baisser, d'autant plus avec la crise sanitaire comme on peut l'imaginer, qu'il y avait aussi tout un enjeu de réflexion autour de la refonte à la fois du parcours muséographique mais aussi du site web. Donc il y avait un contexte pour le coup de transformation totale où le numérique est un volet. Il n'est pas forcément prioritaire, loin de là, mais pour le coup il était intégré dans cette réflexion globale. Et donc l'idée, on a été missionné là-dessus pour réfléchir donc de façon modeste uniquement au volet numérique en fait de cette refonte stratégique. Mais ça nous positionnait tout de suite dans la volonté, et là je rejoins aussi ce que disait Elisabeth tout à l'heure, dans cette volonté en fait d'intégrer dans la stratégie, en fait très en amont, le numérique. Pour ce faire, on a mis en place une approche extrêmement située. L'idée, en fait, c'était pas de dire on a entendu des tendances du moment, on va pas forcément aller plaquer ces tendances-là sur ce lieu qui est le musée de la Grande Guerre, qui est sur un territoire particulier, qui est celui de Meaux, qui a des collections particulières, qui a une architecture particulière, qui a ses équipes, qui a des moyens d'investissement. C'est un musée municipal, des moyens d'investissement qui sont somme toute assez limités. Donc l'idée, c'est de commencer par une première phase, et ça c'est peut-être aussi une méthodologie que je souhaitais partager avec vous, c'est que quels que soient vos moyens, quelles que soient vos ambitions, de l'intelligence vous en avez, et donc on peut tout à fait en fait être en capacité de faire ça, c'est-à-dire en fait commencer par évaluer en fait l'existant, se dire et pour évaluer l'existant, essayer de faire un pas de côté, se mettre dans la peau d'un visiteur. Donc ce qu'on a commencé à faire en évaluant l'existant, ça a été de se dire, on se met dans la peau d'un visiteur, on essaie de voir qu'est-ce qui fonctionne, on va faire tout le trajet. Je consulte la page web en fait du musée, je vais sur ses réseaux sociaux, je vais dans les murs, je ressors. Qu'est-ce qui se passe à chaque étape? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui pourrait être éventuellement amélioré? Sans répondre, sans dire là il faut du numérique ou là il n'en faut pas. Ça sera dans un second temps ça. Ensuite, on a commencé à identifier des projets en se disant par rapport au diagnostic qu'on a fait, donc qui a été très expérimental, on a expérimenté le parcours de visite, on a aussi réalisé des entretiens avec les visiteurs, on a fait énormément d'entretiens avec les équipes des ateliers. Donc ça nous a permis vraiment en fait de rentrer en fait dans. Je reprends aussi une des objections que vous formuliez du côté du musée de l'appareil photographique, où en fait l'idée, c'est en tant qu'externe, c'est essayer de comprendre ce que vous êtes vous, donc de rentrer en fait réellement dans ce que vous êtes, donc d'évaluer l'existant, ensuite d'identifier les projets, de les discuter avec les équipes, ça c'était important, de prendre le temps, de se dire, voilà les projets qu'on pourrait envisager. Eh bien en fait, un même projet, il peut coûter des milliers d'euros ou des milliers de francs, ou il peut coûter, en fait, il peut être
c'est jamais gratuit, mais il peut être abordé différemment. Et donc de discuter avec les équipes, comment vous voulez procéder, qu'est-ce qu'on peut faire en fait finalement pour mettre en œuvre ces projets, et surtout laissons-nous le temps de les mettre en place. Donc le fait de bâtir une feuille de route, là en point 4, ça a été extrêmement important. Ça a été finalement de se dire de combien de temps on dispose avec une équipe de 12 personnes pour pouvoir réellement réaliser les projets qu'on avait définis dans la phase antérieure. Voilà. Donc sur cette première phase d'évaluation de l'existant, donc l'idée c'est vraiment de reprendre le parcours de visite d'un visiteur classique, de se dire quelles sont les différentes étapes en fait par lesquelles il peut passer, qu'est-ce qu'il découvre à chacune de ces étapes et éventuellement où est-ce qu'il y a des points de douleur. C'est ce qu'on peut évoquer dans le jargon, on peut parler de points de douleur ou de difficultés particulières pour voir comment on peut éventuellement essayer d'améliorer ça avant de trouver une réponse particulière. Donc on a fait cette expérimentation consolidée par des entretiens, consolidée par donc entretien avec les visiteurs, avec les équipes, avec des ateliers, ce qui nous a permis en fait déjà de définir globalement là où on pourrait peut-être développer des projets. Ensuite, on a commencé à identifier avec les équipes donc différents axes. Et là, je reboucle avec Madame Chevassus tout à l'heure sur les différents axes en fait, numériques qui peuvent s'envisager pour un musée. Globalement, nous aussi on en avait 4. Ça a été de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux valoriser les collections. Donc ça, c'était une première ambition qu'on a commencé à formaliser sur la base de notre diagnostic, en lien aussi avec le projet scientifique et culturel. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de mieux valoriser ces collections, c'est-à-dire notamment de mieux alimenter les bases de données en fait, qui sont à la disposition du musée, de poursuivre des campagnes de numérisation et de voir en fait, comment on peut mieux les valoriser. Comment on peut améliorer, deuxième axe, la présence en ligne du musée, son site web, ses réseaux sociaux. Il y a une refonte du site web qui a été réalisée et le site web a été lancé au mois de novembre. Troisième axe, comment on peut transformer le parcours de visite pour essayer de le rendre plus interactif, plus accueillant et d'être mieux en lien avec les pratiques, les usages des visiteurs. 50% de visiteurs, en fait, public scolaire, comme vous pouvez l'imaginer au niveau de la thématique qui est abordée. Donc, voir comment on peut mieux accueillir les groupes de façon collective et proposer des dispositifs numériques ou autres qui soient accessibles facilement en fait, pour des groupes. Et quatrième axe, non des moindres, comment en fait, on peut rentrer dans une logique de pilotage de la relation visiteur et voir en fait, comment on peut rentrer dans la logique de fidélisation et maintenir le lien avec ces différents publics. Voilà. Pour chacun de ces axes, on a en fait défini des projets, on a commencé à les affiner un petit peu plus, et c'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, on a commencé à regarder vers l'extérieur. C'est-à-dire que l'étude comparative, contrairement à ce qu'on pourrait penser, souvent on se dit, on va aller regarder ce qui se passe, quels sont les modes dans les différentes institutions culturelles qui nous entourent, et après on va les plaquer en fait chez nous. Là, l'idée, c'est vraiment l'inverse, c'est d'être dans une approche où je définis d'abord ce que je veux faire, et après je vais essayer de trouver des idées, des projets qui me semblent intéressants à monter et à développer. Donc là, je vous ai mis un exemple d'une des réflexions qu'on a eues sur la valorisation des collections, c'est de se dire quels pourraient être les projets sur lesquels on pourrait en fait intervenir pour essayer de mieux valoriser les collections, notamment en travaillant dans une logique de mise en réseau avec d'autres musées de la Première Guerre mondiale, et il y en a beaucoup sur le territoire, et notamment dans les Hauts-de-France. Comment on peut aussi, pourquoi pas, mettre en place des projets Wikipédia, avec des Wikipédiens, mettre en œuvre ces différents projets. Le musée Saint-Raymond, par exemple, à Toulouse, a développé ce type de projet. Ou éventuellement, et là c'était plus un projet inspirant, mais pour le coup qui était complètement en décalage par rapport aux moyens qu'avait le musée, comment on pourrait développer un portail de collection. Je dis que c'était un projet complètement décalé. C'était un projet, le projet là que vous avez dans la troisième vignette, c'est un projet porté par Paris Musée qui a numérisé 200 000 œuvres, par contre avec un budget qui dépassait complètement l'entendement pour le musée de la Grande Guerre de Meaux. Voilà. Et enfin, donc, on a séquencé dans le temps avec les équipes, et vraiment ça c'est un travail très collaboratif pour essayer de se dire, voici les projets que l'on a identifiés, et régulièrement,
Donc d'ailleurs, on fait un point depuis la fin de la mission pour voir où ils en sont. Je les ai eus en septembre. Donc ils ont commencé à numériser d'autres collections, ils ont développé leur site web, ils sont en train de mettre en place un espace d'innovation dédié à l'innovation éducative qui va permettre de petit à petit aller chercher des idées avec des enseignants et leurs classes pour améliorer le parcours de visite. Et sur tout ce qui est gestion de la relation client, ils ont mis en place une billetterie et un outil de GRC. Voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, la nécessité de prendre de front toutes les contraintes que vous avez évoquées dans la deuxième partie de la matinée, eh bien ça, en fait, voilà, en termes de méthodologie, on peut tout à fait l'envisager. Je vous donne juste un autre exemple complémentaire à celui-ci. C'est un musée plus petit qui s'appelle le musée d'Eschlet à Rouen, qu'on est en train d'accompagner. C'est pour ça que je ne pouvais pas trop en parler, en tout cas vous faire tout le retour, ou le retour d'expérience. Et bien pour vous dire en fait que globalement, on arrive à peu près à la même méthodologie, c'est-à-dire qu'on part des publics, on essaie de définir les usages, les pratiques pour ensuite définir les projets. Et quand arrive le moment où on passe du principe de plaisir, du principe de plaisir au principe de réalité, pardon, comme disait Freud, où en fait le principe de plaisir c'est sur le papier, qu'est-ce que je voudrais faire, quelles sont mes ambitions, et le principe de réalité c'est en fait j'ai pas de moyens, j'ai pas de ressources, j'ai rien. Et bien là en fait ça a été un peu différent du musée de la Grande Guerre de Meaux qui était un petit peu mieux doté en budget que le musée d'Eschlet. Là en fait on a proposé de scénariser deux possibilités, deux façons de gérer les projets numériques. Soit on le fait en interne, et donc dans ce cas-là, qu'est-ce que ça induit en termes de formation des équipes et d'accompagnement. Soit autrement, on le fait mais à moindre coût, en proposant des partenariats, par exemple, avec des écoles, en proposant des partenariats avec d'autres institutions culturelles, dans une logique de mutualisation, de mise en réseau. Donc cette méthodologie aussi peut tout à fait en fait c'est du bon sens en fait finalement, c'est d'essayer de plaquer ça en fait aussi pour le coup en fonction des contraintes qu'on peut avoir. Deuxième sujet que je souhaitais évoquer avec vous, c'est comment on peut envisager éventuellement une mise en réseau. Alors là, c'est une autre institution culturelle, c'est le 11 Conti Monet de Paris, donc musée qu'on ne peut pas forcément mettre dans le monde des moyens musées au vu de son emplacement géographique, mais qui, en termes de fréquentation, voilà, est un musée qui est plutôt, en fait, qui est en dehors des 6 musées français qui font plus d'1 million de visiteurs, et donc qui se retrouvent dans le camp plutôt des moyens musées. Quelques mots sur le contexte. Il y a un programme de rénovation du bâtiment qui est colossal, et il y a un nouveau musée qui a été développé, qui a été lancé en 2017. Donc le musée de la Monnaie, comme on peut l'imaginer, avant 2017, c'était plutôt donc un musée qui était relativement, on va dire, dans son jus, avec des étalages en fait de monnaie, donc sur de longues travées. Et l'idée, ça a été vraiment en fait de rénover le parcours pour avoir une vue de la Monnaie qui soit beaucoup plus sociale, sociétale, qui soit beaucoup plus liée à l'artisanat, qu'on montre le geste. Donc il y a des démonstrations, il y a des dispositifs numériques qui permettent de voir ça. Donc voilà, donc il y a eu une refonte totale du parcours de visite, et pourtant, malgré tout ça, en fait, en termes de positionnement, ils ont eu du mal à trouver leur place, parce que quand on dit musée de la Monnaie, on pense musée ennuyeux. Voilà. Et tout l'enjeu, c'était d'essayer de voir comment on peut déjà repositionner le musée dans son caractère très innovant, parce qu'à la Monnaie de Paris, il y a une tradition d'innovation très forte, et comment en fait on peut aussi développer des projets innovants pour mieux les valoriser auprès d'un ensemble de publics particuliers. Et là, comment on a procédé? L'idée, ça a été de travailler sous forme d'ateliers avec les équipes pour d'abord identifier quels étaient les axes stratégiques sur lesquels on pouvait positionner donc différentes idées. Et là, plutôt que de définir des projets, ce qu'on a fait, on a fait une autre approche, c'est de se dire qui on a autour de nous, qui pourrait nous aider finalement en fait à développer des projets, avec qui on aimerait bien travailler, sans forcément présupposer de tel ou tel projet. Et donc, on a identifié un ensemble de partenaires qui semblaient intéressants et avec lesquels on pouvait éventuellement travailler. Et c'est ensuite, troisième étape, où là, on s'est dit voici les pistes de collaboration qu'on pourrait faire. Et après, donc, on a travaillé sur une programmation culturelle innovante
Et l'idée, ça a été d'aller chercher un par un les différents partenaires qu'on avait envisagés pour leur proposer de travailler avec nous. Donc, ces différents partenaires, on a listé donc une centaine. Ce sont des partenaires innovants, des mécènes, des startups, des écoles, des universités. On est dans un quartier, près du quartier latin, où là, pour le coup, il y a de quoi faire. Des entreprises touristiques et culturelles. Et puis, pour le coup, en fait, on a mis de côté, et non pas parce qu'ils ne sont pas prioritaires, loin de là, mais d'autres partenaires qui répondaient moins, en fait, en tout cas, à la mission qu'on s'était assignée, d'essayer de rappeler le positionnement innovant, en fait, du musée. Alors, c'est des slides de consultants, mais l'idée, c'était, en fait, de dire qu'est-ce qu'on peut proposer, nous, en tant que musée, à ces différents partenaires. Eh bien, on peut proposer des événements, les accueillir, ou développer des événements qu'on va coproduire ensemble pour valoriser, par exemple, donc notre parcours visiteur très innovant. On va proposer, en fait, aussi de venir expérimenter, accueillir, en fait, l'expérimentation. Donc, proposer à des startups, par exemple, ou à des entreprises ou à des écoles, de venir utiliser, en fait, les espaces du musée comme un lieu d'expérimentation, où on va aussi, clairement, troisième étape de collaboration, développer carrément, en fait, des services avec ces différents partenaires. Et donc, après, on a mis en place une programmation culturelle en séquençant dans le temps, et petit à petit, en fait, on a mis en place des événements, on a mis en place des projets d'expérimentation, type événements collaboratifs type hackathon, par exemple, et puis on a commencé à mettre en place des services avec pour optique de mettre en place un espace d'innovation à terme dans le musée. Là, pour être très franc et pour vous faire un retour d'expérience, il y a eu des changements de direction récurrents au sein de la Monnaie de Paris. On a pu mettre en place les 2-3 premiers projets que vous voyez, et après, il y a eu une réorientation stratégique du musée, et donc on n'a pas pu forcément en fait accompagner le reste. Cette logique-là, qui paraît très parisienne, hein, pour le coup, dans un quartier très particulier, qui est quand même celui du 6e arrondissement, on a développé ce même type de logique de projet avec, dans la Creuse, dans un petit village de 400 habitants qui s'appelle Moutier-Roseille. J'en reviens, d'ailleurs, on y était la semaine dernière, où l'idée, ça a été de se dire, on veut développer un sentier d'interprétation patrimoniale pour valoriser les patrimoines de la commune, archéologiques, immatériels, parce qu'il y a un savoir-faire maçon. Les maçons de la Creuse sont très réputés. Et puis un patrimoine naturel. On est dans un écran de verdure. Donc de travailler sur un parcours de visite scénarisé. Et là, pour travailler sur ce parcours, donc on a répondu à un appel à projet de la région de 22 000 € qui nous a permis en fait de financer. Donc je vous dis aussi les chiffres hein, pour que ça soit voilà, en fait, le plus illustré possible. Donc, avec ces 22 000 €, en fait, on a développé un parcours de visite, c'est-à-dire fabriquer la signalétique, développer la numérisation 3D avec un laboratoire qui s'appelle Archéovision, laboratoire universitaire. On a travaillé de façon très récurrente avec des écoles tous les ans. On leur a proposé de réfléchir avec nous sur la médiation, sur les contenus, sur la façon dont on allait présenter ce projet. On a mis en fait autour de la table, et c'était donc l'objet de l'atelier de la semaine dernière, l'ensemble des partenaires touristiques, c'est-à-dire les offices de tourisme, les tiers-lieux qui existent sur le territoire, pour développer une programmation et animer en fait ce parcours. Voilà. Donc ça aussi, ça peut éventuellement s'envisager de cette façon-là. Je passe sur un troisième projet très rapidement, puisque le temps file, et je m'en excuse, il est pourtant important, c'est travailler aussi donc, sur des enjeux numériques, c'est aussi une occasion, pourquoi pas, d'associer des représentants d'usagers, notamment en développant des logiques de comité d'usagers. Donc c'est un projet qu'on a fait très spécifique parce qu'on est dans le cadre d'un musée en rénovation qui est très appuyé, très aidé par le ministère des Armées, qui est son ministère de tutelle. Mais cette logique-là, elle peut être éventuellement dupliquée aussi dans des petits musées. Ça demande du temps. En revanche, ça demande beaucoup de temps. Peut-être moins d'argent, mais d'impliquer des usagers en travaillant sur une approche qui a consisté d'abord à lister un ensemble de relais du champ social, éducatif et du handicap, en se disant quels sont les partenaires avec lesquels vous travaillez avant votre fermeture, donc lister tous ces relais-là, se dire est-ce qu'on peut les remobiliser pour leur partager le parcours de visite qu'on envisage, pour leur partager aussi les offres de médiation qu'on envisage, leur partager en fait les événements qui vont avoir lieu, la programmation culturelle, et donc on a défini ensuite
une programmation, une approche d'animation. On allait voir ce que font les autres lieux culturels en la matière. Vous trouverez quelques exemples d'ailleurs dans le support qui sera à votre disposition après l'événement. Et après, on a animé différents comités d'usagers, donc 4 comités d'usagers, qui ont permis notamment de pouvoir partager avec des associations, des structures médico-sociales, donc les offres de médiation qu'on envisageait pour les publics plus éloignés du musée. Et puis, on a aussi évoqué, donc pour le coup, donc, on a partagé une offre de dossier pédagogique avec les enseignants et le parcours de visite aussi. Voilà. Donc, l'idée de ces différents comités d'usagers, c'était en fait d'avoir des retours pour mieux s'adapter finalement aux logiques, aux pratiques et aux usages des publics, et d'être dans une approche faite beaucoup plus co-construite, avec quand même cet enjeu de prioriser ce qui est proposé, de dire quelquefois non, et donc aussi de communiquer, d'être en lien avec ces publics-là sur une longue durée, et de maintenir ce lien-là pour être sûr en fait que ce qu'on a commencé à initier avec eux, ça finisse pas en fait en, excusez-moi l'expression, en autre boudin. Voilà. En conclusion, donc votre projet, il peut être envisagé en fait de façon très variée. En tout cas, ce qui est important, c'est de se dire que autour de soi, il y a tout un ensemble de compétences qui existent, que les institutions culturelles, en fait, quelquefois sont obligées de s'ouvrir, notamment au niveau du numérique, parce que les compétences ne sont pas internalisées, et donc peuvent être mis à contribution, aussi bien vos publics, vos lieux culturels, les pouvoirs publics, les écoles ou des entreprises, avec des enjeux de temps, de compétences, de ressources qu'il ne faut pas éluder, c'est clair, mais pour le coup qui permettent de voir que le numérique finalement s'intègre complètement dans une stratégie d'établissement et finalement nourrit vos relations au même titre que d'autres approches culturelles sous des formats autres et variés. Et si vous voulez qu'on reste en contact, voici donc mes différentes coordonnées. Merci beaucoup. Merci Antoine.